Encore une fois, il s'agit d'un cas d'amnésie pratique et d'un mépris délibéré des signaux d'avertissement. Je pense que c'était l'essence des années 90, une époque où de nombreuses opportunités ont été manquées. À certains égards, je pense que ces opportunités ont été délibérément négligées car nous avions notre propre agenda que nous étions déterminés à imposer. Nous avons observé la détérioration rapide de l'économie et de la société russe, mais nous n'avons pas relâché nos efforts. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec l'homme derrière le fantastique documentaire que j'ai téléchargé sur cette chaîne il y a 2 semaines. Le documentaire s'intitule Playing for Power. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de le regarder en premier. Ce documentaire de 2012 aborde de manière experte le jeu de pouvoir politique derrière la dissolution de l'Union soviétique et la création de la Russie moderne. Il met particulièrement en évidence le rôle des groupes de réflexion américains. Je parle maintenant avec le créateur et narrateur du documentaire, David Cespedes. David est un Écossais d'origine qui a travaillé pendant de nombreuses années dans des groupes de réflexion américains. Notamment, il a été le fondateur et ancien directeur du programme sur l'engagement mondial des États-Unis du Carnegie Council. Il a également été membre fondateur du Comité américain pour l'accord Est-Ouest. Nous allons nous appuyer sur son expérience avec les groupes de réflexion américains pour en savoir plus sur le rôle de ces institutions dans la politique mondiale des États-Unis et, franchement, dans le contrôle hégémonique des États-Unis. David, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, David, commençons par un peu de contexte sur vous. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même? Qu'est-ce qui vous a conduit dans le monde des groupes de réflexion? Sur quoi avez-vous travaillé au cours de votre carrière? What did you work on during your career? That would take altogether too long, Pascal. So I'll just give some edited highlights. Pascal, fournir un compte-rendu complet prendrait trop de temps, donc je vais simplement partager quelques points clés. Mon expérience dans le monde des groupes de réflexion sur la paix et la sécurité internationale vient de mon passage à la Carnegie Corporation de New York. Là-bas, j'ai dirigé un programme portant le même titre avant de rejoindre le Carnegie Council. Mon parcours en tant que professeur d'études anglo-saxonnes et médiévales à l'université de St Andrews m'a préparé à ce rôle. Barbara Tuchman, une historienne renommée, a un jour déclaré que l'étude de la période médiévale prépare à tout dans la vie. À la fin des années 1980, j'ai travaillé pour une fondation en Virginie, où je vis actuellement. La fondation avait un programme appelé le Programme pour un monde sécurisé. Son objectif principal était de prévenir la menace de confrontation nucléaire, un danger qui est toujours très présent aujourd'hui, d'autant plus ces dernières années. De là, j'ai été recruté par la Carnegie Corporation de New York. J'ai géré le programme sur la paix et la sécurité internationale, avec une emphase particulière sur les relations entre les États-Unis et la Russie. À un moment donné, nous avions une initiative dans le programme appelée Éviter la guerre nucléaire. Nous avons collaboré avec des leaders du Sénat tels que le sénateur Sam Nunn et le sénateur Richard Lugar. Le travail que nous avons réalisé à Carnegie avec eux a conduit à la création de la loi sur la réduction des menaces coopératives en 1992. Cette loi a assuré le transfert sécurisé des armes nucléaires du Kazakhstan, de l'Ukraine et de la Biélorussie vers la Russie. Kazakhstan, Ukraine and Belarus into Russia as a safety measure. And also worked in the retraining of scientists who worked in the Soviet nuclear program. So this was J'ai également travaillé sur la reconversion des scientifiques qui faisaient partie du programme nucléaire soviétique. C'était une nouvelle expérience pour moi, que j'ai entreprise relativement tard dans ma vie. J'ai rejoint Carnegie en 1992, lorsque j'avais 46 ou 47 ans. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, je suis passé au Carnegie Council for Ethics and International Affairs. Avec un accent sur l'éthique, j'étais particulièrement intéressé par la manière dont les États-Unis font des affaires avec le monde, notamment dans des domaines tels que la sécurité, la défense et le renseignement. Je pense que ces domaines reflètent notre profil national et l'éthique derrière notre politique internationale. C'était le cœur du programme. Mon intérêt pour la Russie est resté fort. À la fin des années 90, qui marquait la première décennie après la fin de la guerre froide, il y avait une certaine fatigue dans les relations avec la Russie, tant dans le monde des fondations que parfois dans le monde des think tanks.
Cependant, étant donné que les États-Unis et la Russie contrôlaient ensemble environ 90% des armes nucléaires mondiales, la Russie restait un pays très important. Cela a été mon domaine d'intérêt au cours des 25 à 30 dernières années et cela a conduit à la création du film dont nous allons discuter. Yes, exactly. And you also belong to this group of people. Oui, exactement. Vous faites également partie de ce groupe de personnes qui regrettent profondément le déraillement des relations entre les États-Unis et la Russie. Ils craignent que cela ne soit au bord d'une guerre, voire d'une guerre par procuration. Je pense qu'il est important que nos auditeurs comprennent cela. Parfois, il est difficile de savoir où se situe quelqu'un à l'intérieur du système américain. Mais vous faites certainement partie de ceux qui souhaitent une relation bonne et prospère avec les Russes. It was Hans Morgenthau, the great political scientist and philosopher and others, who basically Hans Morgenthau, le célèbre politologue et philosophe, ainsi que d'autres, ont essentiellement affirmé que la distinction entre un politicien et un homme d'État réside dans la capacité de ce dernier à comprendre la perspective de la personne de l'autre côté de la table. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être d'accord avec la Russie ou approuver ses actions. Cependant, nous devons nous demander, si nous étions à Moscou, comment percevrions-nous cette situation ? Nous pouvons approfondir ce sujet plus tard. Comment réagirions-nous à l'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie ? Comment nous sentirions-nous face à l'établissement de installations militaires cruciales dans un cercle autour de la Russie, s'étendant de la Finlande à la Turquie ? Comment réagirions-nous si nous étions à Washington et que la Russie sortait victorieuse de la guerre froide, et qu'elle décidait de reproduire cette stratégie au Mexique et au Canada, sans parler de l'Europe occidentale ? Il s'agit donc de comprendre les choses du point de vue de l'autre pays. Je pense que l'état actuel des choses, qui est largement dû à la situation malheureuse en Ukraine, est regrettable à tous égards, y compris pour la Russie, car nous avons perdu toute communication à tous les niveaux cruciaux. Unfortunate because we've lost contact at all critical levels. The think tank level, I have friends at think tanks in Moscow that I haven't spoken to in 3 years. I haven't even... Au niveau des groupes de réflexion, j'ai des amis dans des groupes de réflexion basés à Moscou. Cependant, je ne leur ai pas parlé depuis 3 ans. En fait, je n'ai même pas échangé d'email avec eux pendant la même période. En ce qui concerne les échanges universitaires, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe au niveau des politiques. Le fondateur de notre comité américain des affaires Est-Ouest, maintenant connu sous le nom de Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie, était Steve Cohen. Steve, qui était un grand homme, est décédé il y a quelques années. Il a déjà dit que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Selon lui, la guerre froide pourrait potentiellement s'aggraver compte tenu de la voie que nous suivons. Cette situation est à la fois triste et dangereuse. C'est triste parce que nous avons perdu l'occasion d'échange et de dialogue. C'est dangereux parce que la rhétorique actuelle, les accusations mutuelles et la méfiance sont en train de s'intensifier. Il ne s'agit pas seulement de perdre des échanges amicaux. Nous perdons également la capacité de comprendre les intentions de l'autre côté en raison de cette méfiance. Beaucoup ont écrit avec éloquence sur la façon dont cela pourrait conduire à un engagement nucléaire limité. Ce n'est pas un scénario impossible. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Toi et les téléspectateurs de cette chaîne sauront que c'est quelque chose que je crois que nous devons combattre activement. Cela fait partie de la logique de la guerre. La logique de la guerre est telle qu'elle rompt les relations entre les gens. Elle rend impossible la communication entre les individus des États belligérants. Si tu faisais cela, Dieu nous en préserve, tu pourrais arriver à une solution qui ne nécessite pas l'utilisation d'armes. Donc, la logique, la façon dont le système commence à fonctionner, ne concerne pas un complot. Je parle plutôt de l'impact de la guerre sur les sociétés d'un point de vue sociologique. Elle nous maintient à distance. Par conséquent, nous pouvons et devons lutter contre cela. I was just going to say, and the sad part is, of course, that there have been, even since February of 2022, J'allais justement dire que la partie triste est qu'il y a eu des opportunités de paix depuis février 2022. Par exemple, la Turquie a lancé une proposition de paix en début d'année. Nous pensions que Zelensky pourrait la considérer. Cependant, Boris Johnson, l'homme d'État britannique, s'est rendu à Ankara et l'a découragé. Il a sapé une initiative de paix potentielle. Cela ajoute à la tragédie de la situation et au danger dans lequel nous nous trouvons. Vous avez eu la gentillesse de mentionner Akoura, le comité dont je fais partie. Les autres membres incluent James Carton, Jack Matlock, Anatole Levin et Katrina Van Den Heuvel. Nous sommes considérés comme des sympathisants.
Nous ne soutenons pas la Russie dans cette guerre, mais nous croyons en la paix. Cette vision nous étiquette comme pro-Poutine ou comme des cinquièmes colonnes. On m'a déjà qualifié d'un des meilleurs amis de Poutine à New York, tout comme Steve Cohen. J'ai répondu en disant que je considère généralement mes meilleurs amis comme des personnes que j'ai rencontrées. Je n'ai jamais rencontré M. Poutine et je ne le considère pas comme un ami. Il ne me considère certainement pas non plus comme un ami. Mais ce stigmate est attaché à toute proposition d'action qui s'écarte du chemin de la guerre. Dans le récit occidental, cela est presque considéré comme une trahison. Yeah, it's absolutely horrible, and we all have now gotten accustomed to this. C'est absolument terrible, et nous nous y sommes tous habitués. Cependant, nous devons remettre en question ce récit. Une façon de le faire est de faire ce que vous avez fait bien avant que cette tragédie ne commence. Vous avez commencé à l'époque où les choses s'intensifiaient, précisément lorsque votre documentaire a été publié. Vous l'avez filmé en 2011 et il est sorti en 2012. Nous savons tous que le premier avertissement majeur pour la Géorgie remonte à 2008. C'est à ce moment-là que la Russie a montré sa volonté d'aller à la guerre si elle était provoquée. Pourtant, les choses ont continué. Donc, en 2011, est-ce la détérioration continue des relations entre les États-Unis et la Russie qui vous a inspiré pour faire ce film? Vous avez examiné en détail la dissolution de l'Union soviétique. Le film se concentre principalement sur l'ère de Yeltsin, en particulier sur son accession au pouvoir et sa trahison de Mikhaïl Gorbatchev. Cependant, tu as raison concernant la période de 2011 à 2012. Avant cela, il y a eu le conflit en Géorgie en 2008. Et bien sûr, il y a eu le discours significatif de Poutine à Munich. Ce discours a été un tournant. Il a essentiellement communiqué que la Russie avait tout fait pour s'intégrer à l'Occident. La Russie avait demandé à rejoindre l'OTAN et proposé un nouvel environnement de sécurité européen d'après la guerre froide. Cet environnement nouveau remplacerait l'OTAN et permettrait à la Russie d'être une véritable partie de l'Europe. C'était un moment crucial, et cela s'est produit quelques années seulement après la réalisation du film. Je ne suggère pas que nous avons prédit les manifestations de Maïdan ou le début de la crise en Ukraine. Cependant, nous avons remarqué une tendance de développement négatif. Nous pensions que ce film, en examinant les fondements des relations entre les États-Unis et la Russie, à la fois bons et mauvais, pourrait fournir des informations précieuses. Malheureusement, les relations étaient principalement négatives pendant les années 1990. Nous espérions que ce film serait à la fois instructif et éducatif. L'aspect intéressant de votre film est que vous vous concentrez sur les groupes de réflexion. Vous avez interviewé de nombreuses personnalités importantes et, pour celles que vous n'avez pas pu joindre personnellement, vous avez utilisé des images vidéo pour leur permettre d'exprimer leurs opinions, ce qui est une excellente approche. J'admire particulièrement comment vous avez inclus Jack Matlock, un homme que je respecte également. Comme vous l'avez mentionné, il était le dernier ambassadeur américain en Union soviétique et il plaide en faveur de bonnes relations avec la Russie. Vous l'avez interviewé et l'ambassadeur Matlock a déclaré que la dissolution de l'Union soviétique était une décision prise par ses citoyens. Ils voulaient façonner leur propre avenir. Il était d'accord avec cela, mais a ajouté une réserve importante, il y a eu une ingérence politique. Il est intéressant de noter que nous savons qu'en août 1991, George Bush Sr. a prononcé un discours à la station radar ukrainienne, conseillant de ne pas se séparer de l'Union soviétique. Il a mis en garde contre les dangers potentiels, notamment la menace des armes nucléaires, les retombées et une guerre civile qui aurait pu avoir des conséquences mondiales. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent peut-être pas pleinement la peur qui a saisi le monde à l'époque en raison de l'instabilité politique potentielle en URSS et de la présence d'armes nucléaires. Le consensus mondial était de maintenir l'unité. Cependant, il y avait un autre aspect de la politique américaine en jeu, les groupes de réflexion qui formaient les politiciens. Cela vous a-t-il surpris, ou en étiez-vous conscient et souhaitiez-vous le mettre en évidence dans votre film? We certainly didn't know the complicated spider's web network of training that had gone on. Nous n'avons certainement pas compris le réseau complexe de formation qui avait été mené par les nouvelles forces russes. Ces forces se sont révélées moins réputées qu'elles ne le prétendaient initialement. Nous n'étions pas conscients de l'ampleur de cela. Ce fut un processus d'apprentissage lorsque j'ai mené toutes ces interviews à Moscou. Mais oui, tu as raison,
Il y a eu beaucoup de surprises au début des années 1990. Nous pensions comprendre la formation et l'ascension de Yeltsin. D'un point de vue général, c'était le cas. C'était essentiellement une prise de pouvoir de Yeltsin contre Gorbatchev. Gorbatchev a démissionné et Yeltsin était déjà le président de la Fédération de Russie. Il a pris le relais après l'effondrement de l'Union soviétique. Nous connaissions l'ascension au pouvoir de Yeltsin. Nous savions aussi beaucoup sur les sentiments d'abandon de Gorbatchev, tant dans son propre pays que de la part de l'Occident avec l'expansion de l'OTAN. Cependant, les détails de tout cela ne sont devenus clairs que lors de la réalisation du film. Les groupes de réflexion étaient essentiellement des agences gouvernementales. Cela est devenu clair lorsque nous avons parlé à certains membres de l'élite de Yeltsin. Nous avons parlé à son directeur de campagne, à son chef de cabinet, au maire de Moscou à l'époque et au chef du KGB à Moscou. Le tableau complet est apparu à partir de ces conversations. And that was where, between the lines, as they say, the picture gets composed. Donc, ce qui m'intéresse, et que j'ai mentionné dans cette introduction, c'est qu'officiellement les États-Unis avaient peur de la dissolution de l'Union soviétique. Cependant, dans les commentaires, notamment pour cette vidéo, de nombreuses personnes expriment l'opinion que les États-Unis le voulaient dès le départ. Mais je crois qu'il y avait une véritable incertitude aux États-Unis quant à la marche à suivre. C'était un moment où les choses auraient pu aller dans n'importe quelle direction. Donc, si vous suggérez que les groupes de réflexion sont essentiellement des agences gouvernementales, alors qui les contrôlent, In Yeltsin's Russia. But yes, back to your point about we were at the one time as En Russie. Mais oui, en revenant à votre point, nous étions une fois, comme l'a déclaré Bush Senior, à Kiev en 1991. Je pense qu'il y a eu un changement significatif par rapport à Bush, qui, à mon avis, n'apparaît pas comme un héros dans toute cette situation. Cependant, lorsque Clinton a été élu, un véritable sentiment de triomphalisme s'est installé. Il y a une anecdote bien connue, peut-être apocryphe, à propos de Clinton. On lui attribue d'être entré à Moscou et d'avoir essentiellement dit à l'un de ses collaborateurs « Je suppose qu'il est temps d'aller traiter à nouveau avec Boris ». D'une certaine manière, nous avons créé Boris Yeltsin, mais en même temps, nous pensions pouvoir le contrôler. À la fin des années 90, il était clairement en déclin, et son problème d'alcoolisme était bien connu. Cela n'était pas perçu comme un plan pour revitaliser la Russie, bien au contraire. Donc, je pense que la peur de la Russie, ou l'inquiétude concernant la dissolution de l'Union soviétique, s'est atténuée lorsque l'on a compris qu'il n'y aurait pas d'événements cataclysmiques, catastrophiques. Cela aurait pu se produire facilement si l'on considère l'effondrement soudain de l'Union soviétique. Je donne beaucoup de crédit à Gorbatchev pour cela, ainsi qu'à de nombreux autres. That could well have happened when you think about the Soviet Union suddenly coming apart. And so many, 25 million Russians being stranded in different republics and Ainsi, environ 25 millions de Russes se sont retrouvés bloqués dans différentes républiques, ce qui a entraîné de nombreux problèmes de citoyenneté. Je crois qu'il y a eu un changement distinct vers le triomphalisme, un concept dont Jack Matlock a beaucoup écrit. L'attitude était « Nous avons gagné. Vous avez perdu. Nous dicterons les termes. Si vous êtes d'accord avec nous, c'est bien. Sinon, nous continuerons simplement et vous ignorerons. » En termes simples, cela a été typique de notre approche. Un autre point que je voudrais souligner est que bon nombre des actions de la Russie depuis la fin de la guerre froide ont été en réponse à notre politique occidentale. Leurs réactions ont été relativement contenues. Par exemple, Poutine n'a pas réagi lorsque les pays baltes et les pays du groupe de Visegrad, entre autres nations d'Europe de l'Est, ont rejoint l'OTAN. Ce n'est que lorsque l'Ukraine et la Géorgie sont entrées en jeu que Poutine a dit « Ça suffit, temps mort ». Bill Burns, qui est maintenant à la tête de la CIA et était auparavant ambassadeur à Moscou, a un jour déclaré que c'était la ligne rouge la plus rouge pour Moscou. Pourtant, maintenant, nous entendons des gens prétendre que l'Ukraine n'a rien à voir avec l'élargissement de l'OTAN. En réalité, cela a tout à voir avec l'élargissement de l'OTAN et les systèmes de défense antimissiles en Europe de l'Est. Je m'excuse, où en étions-nous avec cela? So, that's I'm sorry, where did we start with that? It's such a rich agenda. This is exactly where we have to go. We have to. C'est un ordre du jour important. C'est précisément la direction que nous devons prendre. Nous devons comprendre comment la faction néoconservatrice de la politique américaine a réussi à convaincre le monde entier que la raison la plus évidente de cette guerre n'est pas la véritable raison. Depuis environ 1 an et demi à 2 ans, on nous a fait croire que c'était une guerre non provoquée.
Le terme « non provoqué » est utilisé partout. C'est comme si rien ne s'était passé et que tout avait commencé en 2022, comme si le monde n'existait pas avant cette date. Nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'ai 37 ans et tu es plus âgé que moi. Nous devrions nous en souvenir. Les personnes actuellement au pouvoir, celles qui étaient présentes, devraient se rappeler ce qui s'est passé. Cependant, il semble que cette mémoire ait été effacée ou oubliée en Occident. Cela conduit à une incompréhension quant aux raisons du comportement de la Russie. Il ne s'agit pas de justifier les actions de la Russie, mais plutôt d'expliquer pourquoi elles se produisent. C'est notre travail. Votre documentaire met en lumière l'intense lutte de pouvoir et la transition du pouvoir de Gorbatchev à Vladimir Poutine. Nous devons comprendre que l'époque de Gorbatchev a été une période terrible pour les Russes. Récemment, j'ai eu une discussion où j'ai dit « Si j'étais russe en 2023 et que je me souvenais de 1993, je préférerais 2023. » I would rather have 2023. I Oh, wouldn't go for absolutely. Yeah, yeah. I once, by the way, what you've talked about, I call convenient amnesia. It's the ability to remember things. Au fait, ce que vous avez discuté, je l'appelle une amnésie pratique. C'est la capacité de se souvenir des choses que l'on souhaite rappeler, et le reste est simplement oublié. Si cela ne correspond pas à, je n'aime pas le terme de récit, il est trop utilisé maintenant, mais au récit occidental. Si cela ne correspond pas au récit, c'est soit nuisible, soit trahison, ou simplement ignoré. Je me souviens d'un de mes premiers voyages à Moscou, je crois que c'était en 1993. Cette visite était mémorable car j'étais sur la place rouge lorsque Yeltsin a bombardé la Maison Blanche. Nous avons vu la Maison Blanche russe, la Douma, le bâtiment parlementaire, littéralement partir en flammes. Ce voyage était mémorable pour de nombreuses raisons. Je me souviens avoir rendu visite à un couple âgé avec un collègue qui les connaissait. L'homme avait la fin de la 80aine. J'ai eu une discussion avec lui sur l'état de droit, la société civile, la démocratisation, et ainsi de suite. Je ne faisais pas la promotion de cela, je demandais simplement son opinion. Il a dit, « Monsieur Speedy, s'il vous plaît, souvenez-vous d'une chose. » Il a dit, « Quand je suis né, Lénine était encore en vie. J'ai vécu sous Lénine, Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev, et maintenant Yeltsin. Je pense avoir vécu sous 8 dirigeants de la Russie. » Il a dit, « Vous, les Occidentaux, avez le luxe de discuter de la stabilité dans la société civile et de la démocratisation. Nous désirons l'ordre. Nous voulons une vie relativement paisible où nous n'avons pas à nous soucier d'un changement de leadership qui se produira la semaine prochaine. Bien sûr, nous avons des changements de leadership, mais rien d'aussi dramatique que ce qui est arrivé à la Russie en 1991. Absolument. Donc, comprendre cette progression historique est crucial. Il est également important de reconnaître la perte dramatique de vie que la Russie et l'Ukraine, ainsi que tous les autres anciens citoyens soviétiques, ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est encore un point de réflexion important aujourd'hui. Ma question, qui pourrait nous amener à une discussion plus large sur les groupes de réflexion, concerne le rôle des États-Unis. Nous savons qu'aux États-Unis, il existe un complexe militaro-industriel bien connu. De nombreuses personnes étendent maintenant ce concept pour inclure le Congrès, les groupes de réflexion et le lobbying, formant ainsi un complexe militaro-industriel congressional de réflexion lobbying. Nous savons que les groupes de réflexion jouent un rôle dans tout cela. Nos collègues des autres groupes de réflexion ont travaillé sur cette question. C'est une partie cruciale de l'influence sur la prise de décision aux États-Unis. Cependant, votre documentaire suggère également que ces groupes de réflexion jouent un rôle dans la formation des décisions en matière de politique étrangère. Je crois que vous avez une histoire à ce sujet concernant Yeltsin. Pourrions-nous en discuter? Eh bien, permettez-moi de répondre à votre question depuis le début. J'aimerais dire encore une chose sur la Russie car je pense que votre public pourrait ne pas être aussi familier avec son histoire qu'il le devrait. Il est important que le public se penche sur la décennie du règne de Yeltsin et considère le choc thérapeutique, ou comme me l'a dit un Russe un jour, tout choc, pas de thérapie. Cela fait référence aux politiques économiques qui ont été mises en place.
Des éminents chercheurs des meilleures universités russes étaient impliqués dans ce que j'appellerais de l'alchimie économique. Ils se contentaient de mélanger la potion et espéraient le meilleur. Malheureusement, cela a entraîné une catastrophe économique pour la Russie. Il y a également eu des catastrophes sociales et sanitaires, notamment des maladies, des infections résistantes aux médicaments et l'alcoolisme. À la fin du mandat de Yeltsin, l'espérance de vie moyenne d'un homme russe était de 57 ans, ce qui est comparable à celui des pays en développement, voire pire dans certains cas. Maintenant, pour répondre à votre question sur les groupes de réflexion, le film donne un compte-rendu détaillé du travail d'un groupe de réflexion américain, la Heritage Foundation, et de sa filiale, la Free Congress Foundation. Cette dernière a été créée par le président de la Heritage Foundation. La Free Congress Foundation avait deux objectifs principaux, élire des membres d'extrême droite au Congrès américain et organiser des sessions de formation en Russie. Ils ont organisé environ 7000 sessions de formation en Russie à l'époque de la première candidature de Yeltsin à la présidence. And they dealt with all these people that I mentioned to you before. I could give names, but Ils ont interagi avec toutes les personnes que j'ai mentionnées précédemment, y compris le chef de cabinet de Yeltsin et son cercle rapproché. Beaucoup d'entre eux ont été emmenés aux États-Unis pour une formation supplémentaire. C'est un exemple clair. Lorsque nous discutons de l'ingérence électorale, comme nous le faisons souvent en pointant du doigt la Russie, il est important de noter que la Heritage Foundation n'est pas une organisation gouvernementale. Cependant, il s'agit d'un cas clair d'une entité américaine, dans certains cas très respectée, qui participe activement à une élection russe ou qui aide à sa préparation. C'est un exemple extrême. Les groupes de réflexion et les fondations sont assez intrigants. Vous m'avez demandé quel est le rôle des anciens employés du gouvernement dans les groupes de réflexion lors de la préparation de cette interview. Je n'ai pas de chiffres précis ni de profil détaillé, mais si vous examinez les principales fondations de Washington, dont certaines avec lesquelles j'ai collaboré et entretenu des relations positives, telles que la Brookings Institution et le Center for Security and International Studies, vous verrez un schéma. Les gens passent des postes gouvernementaux aux fondations et vice-versa, en fonction de qui est à la Maison-Blanche. Il y a une connexion claire entre deux groupes, la communauté politique et la communauté des groupes de réflexion. Je peux le dire car je viens moi-même d'un groupe de réflexion. La fondation pour laquelle je travaille est un peu comme un groupe de réflexion. Nous avons eu des programmes fortement influencés par Carnegie et impliquant certains des groupes de réflexion que j'ai mentionnés. Ce qui me dérange le plus aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'ils publient des articles critiquant la Russie et l'Ukraine. Ce qui me dérange, c'est leur manque d'engagement dans les débats ou leur incapacité à présenter des points de vue alternatifs dans une discussion productive. Nous le faisions tout le temps chez Carnegie. Je me souviens d'une fois où j'ai failli avoir des ennuis avec mon patron parce que j'ai suggéré une subvention à une organisation appelée le Nixon Center. Cette organisation était nommée d'après le président Richard Nixon et était dirigée par un homme nommé Dmitri Sims. Beaucoup de personnes qui étudient ou suivent la Russie le connaîtraient. Malheureusement, il est maintenant à Moscou et j'ai perdu contact avec lui. À mon avis, il est important que les fondations posent des questions stimulantes, embauchent les meilleures personnes pour répondre à ces questions et considèrent les deux côtés d'un argument. Il me semble que si quelqu'un veut améliorer ses compétences, il devrait affronter un adversaire capable de débattre efficacement. C'est plus bénéfique que d'écouter constamment son propre point de vue. Plus tôt aujourd'hui, nous avons eu une réunion chez Akura. Cette réunion a soulevé un commentaire spécifique sur les groupes de réflexion de Washington. Ces groupes de réflexion sont toujours préoccupés par le fait de contrarier l'administration. Ils craignent que s'ils font quelque chose qui agace l'administration, le secrétaire associé pourrait annuler son discours dans leur établissement. Ils s'inquiètent de ne pas recevoir la visite de nos groupes de réflexion. L'un de mes membres du conseil, Anatole Livens, a partagé une expérience aujourd'hui. On lui a dit un jour qu'il était qualifié dans tous les aspects pour occuper un poste de haut niveau dans un groupe de réflexion de Washington, sauf pour une chose. Quand il a demandé ce que c'était, on lui a dit qu'il croyait encore aux Lumières. En d'autres termes, il croyait encore à l'époque du questionnement, du débat ouvert, et ainsi de suite. J'ai eu l'occasion de visiter Washington quelques fois, mais je n'aurais pas pu me supporter si j'y étais resté. Vous avez raison, le lien entre la politique des groupes de réflexion est très présent. Malheureusement,
Les deux parties en sont responsables. Elles ne veulent pas dire des choses qu'elles pensent que les autorités ne veulent pas entendre. De plus, les autorités ne veulent pas les entendre non plus. Powers that be want to hear, and also, by the way, the powers that be don't want to hear them. Yeah, but this is so interesting because we keep, like say, in the simpleton. Oui, mais c'est fascinant car nous avons souvent tendance à simplifier le concept des États-Unis. Nous les voyons comme une démocratie éclairée où les gens élisent des dirigeants qui exécutent ensuite la volonté du peuple. Cependant, nous savons que ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a une élite établie. Certains l'appellent le marais, d'autres l'État permanent. Quel que soit le nom, il y a un groupe de personnes interconnectées qui ont beaucoup plus d'influence sur la prise de décision politique que les autres. Les groupes de réflexion jouent un rôle crucial dans ce système. Une de mes principales questions dans l'étude des relations internationales est « Qui est aux commandes ? Qui prend ces décisions ?» C'est pourquoi je trouve 1991 si intriguant. Le président américain de l'époque a exhorté les républiques soviétiques à ne pas se séparer, mettant en garde contre les dangers potentiels. Pourtant, il y avait des programmes dans les groupes de réflexion et des individus qui semblaient vouloir quelque chose de ce genre. Le résultat n'était probablement pas ce que quiconque avait initialement imaginé. Quant au groupe de réflexion aujourd'hui, pensez-vous qu'ils ont plus d'influence sur ce groupe de personnes et sur la prise de décision? Ou leur influence est-elle la même qu'auparavant? Comment l'apercevez-vous aujourd'hui? And on decision making, or is it the same as before? How do you view it today? Well, I mean, let me preface it by saying that there's a definite. Permettez-moi de commencer en disant qu'il est assez arrogant de croire que nous pouvons contrôler les actions de la Russie. Dans les années 90, nous avons essayé d'imposer une certaine ligne de conduite à la Russie, ce qui s'est avéré désastreux. Il y avait certains en Russie, comme Nilsson et Gaïdar, qui soutenaient ce traitement sévère. En ce qui concerne l'influence des groupes de réflexion, c'est un mélange. Ils attirent l'attention des personnes de l'administration. Cependant, c'est principalement parce qu'ils répètent essentiellement le même message. Lorsque je travaillais pour la Carnegie Corporation ou le Carnegie Council, nous avions des groupes de réflexion clairement orientés à droite. Nous en avions aussi, y compris le nôtre, qui était considéré comme orienté à gauche. Nous communiquions les uns avec les autres. Je savais ce que faisaient les groupes de réflexion orientés à droite. J'ai assisté à certaines de leurs réunions, et ils assistaient aux nôtres. Je ne pense pas que ce genre d'interaction se produise maintenant. Je ne visite pas souvent Washington, même si je vis à seulement 1h30 de là. Je n'ai pas de raison particulière de fréquenter cet endroit. Donc, bien que les groupes de réflexion aient accès au couloir du pouvoir, leur rôle n'est pas très influent. S'ils commencent à s'écarter du récit accepté, ils risquent de perdre cet accès. C'est ma compréhension de la relation actuelle entre les groupes de réflexion et les centres de politique. Of the relationship to think tanks and the policy, the center of policy at this point. Yeah, it's just I keep wondering how the whole thing moves because yes, then we had the Soviet Union breaking apart. Je me demande souvent comment tout cela fonctionne. Par exemple, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Jeffrey Sachs cite souvent un exemple. Il avait créé une politique simple pour sauver l'économie polonaise. Cela impliquait d'accorder un prêt pour stabiliser la monnaie, ce qui a très bien fonctionné. Il a ensuite suggéré de faire la même chose pour la Russie. Cependant, cette idée a été immédiatement rejetée. Il n'y aurait pas de prêt pour stabiliser le rouble et, par conséquent, l'économie s'est effondrée. Certains soutiennent que c'était un mouvement délibéré pour permettre le pillage et la vente des actifs de l'État, ce qui s'est effectivement produit. Cependant, cela pourrait également être attribué à de mauvaises décisions politiques. Qu'il s'agisse d'une intention ou non, c'était une décision consciente de le laisser se produire. Pouvez-vous comprendre cela? Can you make sense of that? Well, first of all, Jeff Sachs is one of the more courageous commentators at this point. Tout d'abord, Jeff Sachs est l'un des commentateurs les plus courageux en ce moment. Il occupe un poste important dans une grande université de la Ivy League. Il reconnaît également certaines des lacunes dans l'approche adoptée dans les années 90. Je ne suis pas économiste, mais il me semble qu'il pourrait y avoir une simplification excessive en disant que ce qui a fonctionné dans une économie de la taille de la Pologne fonctionnerait également dans une économie de la taille de la Russie. Cependant, laissons cela de côté. Je m'excuse,
Je me suis perdu dans les détails de votre question. Pourriez-vous s'il vous plaît la reformuler? I'm sorry, I got lost in the weeds of your question there a minute. Just rephrase it. So briefly. the question is, can you make La question est la suivante. Pouvez-vous donner un sens à cette contradiction? D'un côté, nous avons une stabilisation efficace de la Pologne, mais pas de la Russie. Il y a eu beaucoup de discussions sur la création d'une Europe pour tous. C'était un sentiment commun au début des années 90. La Russie était amenée à croire qu'elle serait incluse, mais finalement, ce n'était pas le cas. Cependant, je crois sincèrement qu'il y avait des personnes qui voulaient réellement inclure la Russie. Vous en faisiez partie, n'est-ce pas? Mais cela ne s'est pas produit. La Russie a été maintes fois trompée sur les politiques réelles. Pouvez-vous expliquer l'origine de ces mensonges? Quelles sont ces promesses non tenues qui auraient dû être réalisées? I see. Yes, I'm sorry. I got sort of fixated on my friend Jeffrey Sachs. So I'm sorry. But Je comprends. Je m'excuse, j'étais trop concentré sur mon ami Jeffrey Sachs. Cependant, je crois que ce qui suit est exact. Au départ, il y avait une approche très basique dans les années 90. Il me semblait que c'était une stratégie unique pour tous. Nous discutons souvent de l'Europe de l'Est, bien qu'il préfère être appelé l'Europe centrale. Mais si l'on regarde des pays comme la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, ils sont tous distincts. On ne peut pas simplement les regrouper. La Russie, en revanche, est un cas complètement différent. Je crois qu'il y avait une certaine arrogance à supposer que puisque l'Union soviétique ne s'est pas effondrée et n'a pas réagi au manque de bonne foi de l'Occident, nous pouvions contrôler la situation. Nous pensions pouvoir fixer l'ordre du jour et amener la Russie à bord de la manière dont nous le souhaitions. C'est là que Poutine diffère de Yeltsin et de ses prédécesseurs. Il insiste pour que la Russie soit reconnue comme une grande puissance. C'était le point principal de son discours initial. Nous n'étions pas prêts à le faire car à cette époque, il n'y avait qu'une seule grande puissance dans le monde. Nous avions remporté la guerre froide. we weren't willing to do that because there was only one great power in the world at that point. We had won the Cold War. And so I think that we didn't have anything like the kind of intellect. Donc, je crois que nous n'avons pas entrepris la tâche intellectuellement stimulante de concevoir une société mondiale unifiée, cohérente et, espérons-le, pacifique après la guerre froide. Il s'agit d'une société qui, comme l'a suggéré Poutine, s'étend de Lisbonne à Vladivostok. Cependant, cela n'inclut pas les États-Unis, ce qui est un autre problème. Nous n'avons pas pleinement compris ce que cela signifiait. Ceux d'entre nous dans le monde des groupes de réflexion qui voulaient que cela se produise ont continué à souligner que la Russie considère l'expansion de l'OTAN comme un problème. Ce n'est pas seulement une insulte inutile à la Russie, mais aussi une menace pour leur sécurité à leurs yeux. Mais nos avertissements ont été ignorés. Nous avons été négligés. C'est similaire à la situation actuelle où nous entendons souvent une compilation de citations disant que l'Ukraine ne concerne pas l'expansion de l'OTAN. Pourtant, des personnes comme Bill Burns ont déclaré que l'expansion de l'OTAN en Ukraine est un problème important. Donc, il y a un oubli pratique et une tendance à ignorer les signes d'avertissement. Je crois que c'était le cas dans les années 90 lorsque ces opportunités ont été manquées, peut-être intentionnellement, car nous avions notre propre agenda que nous étions déterminés à promouvoir. Nous avons vu l'économie et la société russe se détériorer rapidement, mais nous n'avons pas relâché la pression. And society going rapidly downhill, and we didn't take our foot off the gas pedal. Yeah, so other YouTubers. J'écoute d'autres YouTubers comme le Durand presque tous les jours. Ils disent souvent que ces haineux accents aigus aux conservateurs n'ont pas de marche arrière. C'est l'un de leurs principaux arguments. Ils affirment également que ces personnes persistent toujours dans leur position. Nous savons que de telles personnes existent aux États-Unis. Elles occupent des postes de pouvoir très importants. Blinken fait partie de ce groupe, tout comme Victoria Nuland. Ces personnes sont extrêmement dangereuses car elles ne veulent pas d'un accord eurasiatique ni de la paix en Eurasie. Elles s'en contentent et l'admettent ouvertement. Nous le savons grâce au groupe de réflexion. Ils publient des articles sur ce sujet. Des personnes comme Robert Kincaid et Bill Kristol continuent de dire que nous devons diviser cela en utilisant la vieille stratégie de « diviser pour mieux régner ». C'est une stratégie simple, mais ces personnes y croient fermement. Elles sont capables de mettre en œuvre leur politique. Pourquoi en est-il ainsi? Les groupes de réflexion aident-ils à faire avancer cette trajectoire historique? Yes, I think so. I mean, you mentioned in passing Victoria Nuland, who in my Oui, opinion, je le crois. Vous avez brièvement mentionné Victoria Nuland, que je considère comme étant peut-être la personne la plus dangereuse en Amérique.
Cela a été un schéma récurrent depuis la fin de la guerre froide et même avant cela. On dit que notre animosité envers la Russie n'a pas commencé en 1917. Elle n'a pas non plus pris fin en 1991. Et il est clair qu'elle n'a pas encore pris fin. Si l'on considère des personnes comme Madeleine Albright et Zbigniew Brzezinski, en raison de leurs antécédents ou de ce que vous voulez appeler cela, ils étaient fondamentalement hostiles. Ils étaient simplement russophobes. C'est encore une partie cruciale pour comprendre la perspective de la Russie. Lorsque vous avez des hauts fonctionnaires, comme le secrétaire à la Défense, qui disent essentiellement que Moscou est le prix ultime, la Russie regarde toutes les révolutions colorées qui ont eu lieu. Ces révolutions ont eu lieu en Yougoslavie, en Ukraine, au Kirghizistan et à Tbilissi, en Géorgie. La Russie se demande alors quel est l'objectif ultime ici? Quel est l'équivalent du Super Bowl en termes américains? Bien sûr, la réponse est la Russie. What's the Super Bowl, to put it in American terms? The Super Bowl, of course, is Russia. And so this again, this inherent, and of course the number of Donc, ce problème récurrent, que j'ai remarqué à plusieurs reprises au cours de ma carrière dans le monde des groupes de réflexion et des fondations depuis la guerre froide, c'est que les gens appellent les Russes des Soviétiques. Ce n'est pas seulement un lapsus. C'est une mentalité selon laquelle les Russes seront toujours les Soviétiques. Pendant le mouvement anti-expansion de l'OTAN dans les années 90, certaines personnes ont soutenu que l'OTAN n'était pas une entité militaire hostile. Elles ont affirmé que c'était un moyen de diffuser la société civile et la démocratie dans des pays qui avaient vécu sous le régime communiste. Nous avons répondu en demandant quel pays avait plus souffert du communisme que la Russie. Par conséquent, nous avons suggéré l'expansion de l'OTAN vers la Russie. Ce n'est pas seulement une vision à court terme ou de l'ignorance. C'est un mépris délibéré pour les facteurs qui pourraient contribuer à une politique favorisant un dialogue constructif avec un pays très important. Cette attitude provient souvent de personnes qui ont un intérêt personnel à empêcher un tel dialogue de se produire. And it really comes from people who have a vested interest in not wanting that to happen. Yeah, and at the same time, it's also what Jeffrey Sachs says. It's just Oui, et en même temps, comme le souligne Jeffrey Sachs, il y a un refus d'accepter la possibilité d'une voie alternative. Il s'agit d'une domination totale. Certains individus cherchent activement rien de moins que le contrôle total. Ce sont les personnes qui s'opposent vigoureusement aux solutions auxquelles je crois fermement, telles que des réponses neutres aux problèmes géopolitiques. Il est clair pour quiconque a une compréhension basique de la politique mondiale que l'Ukraine aurait dû maintenir sa neutralité. Cependant, cela a été activement combattu par des individus comme Victoria Nuland et d'autres. La même opposition est observée en Géorgie, bien qu'il y ait des indications que la Géorgie ait peut-être tiré des leçons de ses erreurs. Absolument, je ne veux pas me répéter. Ils résistent à ces structures complexes et conciliatrices. Leur mise en œuvre nécessite de la sophistication et un acte de foi des deux côtés. Mais une fois cela fait, vous pourriez trouver une solution similaire à celle que la Suisse a proposée en 1815 entre la France et l'Autriche, et à nouveau en 1955. Cette approche a fonctionné car elle a été mise en œuvre à une époque où les puissances en guerre étaient soit incapables, soit peu disposées à pousser pour la guerre. Cependant, ce que nous voyons maintenant, c'est un désir de guerre. Les haineux accents aigus conservateurs aux États-Unis préconisent actuellement une guerre en Ukraine, en utilisant les soldats ukrainiens contre la Russie. Leur objectif déclaré est d'affaiblir la Chine, car ils considèrent ces problèmes comme interconnectés. Il s'agit d'une perspective erronée, mais elle semble avoir gagné du terrain aux États-Unis, du moins pour le moment. Seems to have won in the United States, and has won today, at least currently. Yeah. Well, you say so many things that bring random thoughts to mind, but I'll try and crystallize it into just a... Eh bien, tu sais, tu dis tellement de choses qui déclenchent différentes pensées dans mon esprit, mais je vais essayer de les condenser en quelques points clés. L'un d'eux est cette idée que nos actions en Ukraine serviront de leçon à la Chine. Vers 1995, un parlementaire russe très influent, le numéro 2 du parti Yabloko, le parti pro-occidental dominant à la Douma, Grigory Yablonsky, m'a fait part de sa crainte que la politique américaine nous pousse à nous allier, comme il l'a dit, avec la Chine. Il a dit que c'était la dernière chose que nous voulions. Mais si c'est ce que nous devons faire, alors nous devrons l'accepter. C'était il y a 30 ans. La deuxième pensée que tes paroles ont suscitée est ce que j'appelle les positions maximalistes. La position maximaliste des haineux accents aigus aux conservateurs est que la Russie doit être vaincue, essentiellement. C'est pourquoi l'Ukraine est coincée dans une impasse longue, tragique et sanglante.
Nous avons ces attentes maximalistes quant à ce qui peut être accompli. Les gens disent alors, eh bien, Poutine a maintenant aussi des demandes maximalistes. Il refuse de renoncer à aucun des territoires qu'il a revendiqués. Putin now has maximalist demands too. He won't give up an inch of territory that he's taken. And the fact is, yes, there is that element, but there's a difference. Again, Russia reacted. Le fait est que oui, il y a cet élément, mais il y a une différence. La Russie a réagi à nos actions. Discutons brièvement des accords de Minsk. Ces accords ont été signés par la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Que s'est-il passé depuis lors? Tout d'abord, les Ukrainiens ont refusé de les mettre en œuvre. Ils n'ont accordé aucune forme d'autonomie limitée au Donbass au sein de l'Ukraine. Cette autonomie n'était pas destinée à rendre le Donbass indépendant ou à le rattacher à la Russie, mais à le maintenir au sein de l'Ukraine. Ensuite, Merkel, Macron et d'autres ont commencé à dire qu'ils n'avaient jamais vraiment l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk. Ils prétendaient que ces accords n'avaient été signés que pour donner à l'Ukraine le temps de renforcer sa capacité militaire pour résister à la Russie. Comment la Russie est-elle censée réagir à cela? De plus, il y a eu la démarche de Boris Johnson envers la Turquie. Il y a eu d'autres cas où la Russie a proposé quelque chose et nous avons agi comme si nous n'étions pas d'accord avec ce qui était proposé. Nous ne reconnaissons même pas que la proposition existe. Don't even choose to recognize that the table is there or anything is on it. But then, so what other lesson can Russia take from? Alors, quelle autre leçon la Russie peut-elle tirer de cela? Il semble que les options soient soit de gagner en puissance grâce aux armes, soit d'être écrasée. C'est un monde impitoyable. Si nous devons être impitoyables, nous le serons. Je comprends d'où vient cette logique. Je la méprise. Je la méprise absolument. Mais je comprends que si j'étais russe, je ne serais pas d'accord avec cela car je pense toujours que c'est mal. Cependant, je comprends pourquoi de nombreux Russes le font. No, and again, let me make this very clear. We on the Acura, in spite of the Non, laissez-moi clarifier cela. Malgré le titre de notre Acura, qui indique clairement notre objectif souhaiter un accord entre les États-Unis et la Russie, nous avons condamné l'invasion russe. C'est une tragédie pour tous les acteurs impliqués, y compris la Russie. Cependant, nous pensons qu'il est important de reconnaître l'histoire, les circonstances et le contexte de cette situation. En comprenant pourquoi la Russie a pris cette mesure désastreuse de leur point de vue, nous pourrions peut-être trouver comment inverser la situation. Les accents aigus aux conservateurs n'ont pas de stratégie de désengagement. Je crois que c'est le principal problème auquel nous sommes actuellement confrontés en Ukraine. That's I think the crux of the dilemma that we face at the moment in Ukraine. Then maybe let me to come towards an end. Let me ask. Ensuite, permettez-moi de conclure en vous posant une question pour réflexion. Croyez-vous que les groupes de réflexion peuvent jouer un rôle positif dans la désescalade de la situation et peut-être reconstruire le lien perdu? Si oui, que feriez-vous différemment la prochaine fois par rapport à la dernière tentative? Next time from last time this was attempted. I think it's possible, and I think circumstances are perhaps moving in that direction. Je crois que c'est possible, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les circonstances pourraient évoluer dans cette direction. Tout d'abord, il y a un débat croissant dans ce pays. Il y a quelques jours, le Congrès a pris une mesure d'urgence pour éviter une fermeture. Cela incluait la suppression de 6 milliards de dollars pour l'Ukraine. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier d'un député démocrate qui se présente à la réélection. Il a demandé du soutien car il prétend que les républicains MAGA sont alliés à Vladimir Poutine. Il y a maintenant une différence significative de point de vue dans ce pays, et il est intéressant de voir comment les choses évoluent. Ainsi, il y a un débat aux États-Unis sur la poursuite de l'aide illimitée à l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de jeter de l'argent par les fenêtres, mais cela pourrait ne pas être la meilleure chose pour l'Ukraine. Un sénateur républicain a même déclaré que la guerre en Ukraine est un succès car aucun soldat américain n'a été tué. C'est la mentalité de se battre jusqu'au dernier Ukrainien et de continuer cette guerre. Deuxièmement, si l'on regarde l'OTAN et l'Europe dans son ensemble, les opinions de soutien commencent à changer. Par exemple, la Pologne ne communique actuellement pas avec l'Ukraine. Cela est en grande partie dû à des problèmes politiques internes liés aux ventes de céréales et à la protection des agriculteurs polonais. Les élections slovaques ont également critiqué ce pays car le candidat à la présidence était considéré comme un sympathisant russe et un allié de Poutine. Ally of Putin. I mean, so and then of course the whole there is the energy supply
Ensuite, bien sûr, il y a le flux d'approvisionnement énergétique. D'autres problèmes commencent à émerger et des fissures commencent également à apparaître en Europe. Je ne suis pas allé en Europe depuis 1 an et lorsque j'y étais, je me trouvais seulement dans la partie géographique de l'Europe qui n'est pas considérée comme l'Europe, c'est-à-dire mon ancienne maison au Royaume-Uni. Mais en cas de confrontation nucléaire, qui va souffrir en premier? L'ensemble de l'Europe, exactement. Pour ces raisons, tant dans ce pays que dans le reste du monde, je pense que le moment approche où il y aura une opportunité pour les gens de remettre en question la situation. Même s'ils continuent à penser que les actions de la Russie sont terribles, ils pourraient commencer à se demander « Quelle est la solution à cela ?» Ce genre de questionnement n'est pas largement accepté actuellement, sauf dans nos propres cercles. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'idée de poser 3 à 5 questions critiques. Pouvons-nous en avoir au moins 3? Par exemple, une question pourrait être « Je pense qu'il peut y avoir de la place pour ce genre de questionnement à mesure que le temps passe. » Ce n'est pas le cas maintenant et cela ne se produira probablement pas demain, mais cela finira par arriver. C'est là que les groupes de réflexion courageux, engagés et animés d'un véritable désir de mettre fin à cette tragédie doivent prendre position. Ils doivent dire « Nous ne soutenons pas la Russie, mais voici quelques facteurs que nous pensons influencer la pensée russe et que nous devons prendre en compte. » C'est là que les groupes de réflexion peuvent faire la différence, car le terme « groupe de réflexion » implique un groupe de personnes qui réfléchissent réellement. Because think tanks imply people who actually think. De nos jours, ils semblent prendre la plupart de leurs indices des tanks, comme indiqué dans leur nom, et non de la chose elle-même. Yes, and often, yes, exactly, Oui, oui, souvent, oui, exactement. Il y a une plus grande emphase sur le sujet. Il s'agit d'être prêt à penser au-delà de l'immédiat, à regarder par-dessus l'horizon. Par exemple, à Carnegie, notre président a dit « Je veux examiner le problème nucléaire. Je veux que vous identifiez les 4 ou 5 meilleurs experts du pays, qui qu'ils soient. Donnons-leur un peu de soutien. » Il n'a pas demandé « Que produirez-vous dans 6 mois? Que produirez-vous dans 1 an? Quel sera votre sujet ?» Il voulait simplement leur donner la chance de réfléchir, de rédiger et de faire des recommandations. Cette approche n'est pas courante dans le monde de la philanthropie d'aujourd'hui. Tout tourne autour des mesures. Il s'agit de savoir si vous avez répondu aux attentes et si cela vous a pris plus ou moins de temps. C'est un changement de pensée important, mais depuis longtemps nécessaire. Thinking shift, as it were, but it's long overdue. Vous venez de me fournir une nouvelle perspective brillante pour contrer les tanks. Je suis totalement d'accord avec votre point de vue. Peut-être est-ce un pas vers le progrès, se préparer à agir lorsque l'occasion se présente. Oui. When you see Les Écossais ont été autrefois accusés d'être excessivement prudents, d'avoir peur de passer par une porte ouverte. Nous devons être prêts à passer par cette porte, même si elle n'est que légèrement ouverte. Nous devons la franchir et introduire de nouvelles idées innovantes. Ce sont de belles paroles. David Cespidi, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Pascal. Ce fut un grand plaisir.